Oui, alors, merci pour cette belle invitation, effectivement, qui nous donne l'occasion de raconter et de vous expliquer comment on peut travailler effectivement sur un événement aussi mythique sur le plan historique et sur lequel on a quelques fantasmes peut-être sur le plan musical, puisqu'on s'imagine qu'une grande cérémonie de ce type-là devait revêtir forcément un décorum extraordinaire. Et pour nous, aujourd'hui, le décorum passe en grande partie par la matière musicale, mais on va voir que c'est pas si évident, puisque un événement comme ça, c'est un ensemble d'énormément d'éléments, de paramètres. En premier lieu, c'est la question du cérémonial qui est immuable. C'est le cérémonial absolu de la monarchie, sans mauvais jeu de mots, puisque c'est le moment qui consacre et donc qui sacre le roi, qui était à cette époque-là de droit divin. Donc il y a une continuité de cette monarchie et donc de ce cérémonial qui évolue peu finalement depuis le Moyen-Âge, qui va évoluer très très peu jusqu'à la Révolution. C'est important parce que les éléments qui peuvent nous manquer à un moment, par exemple le sacre de Louis XIV ou le sacre de Louis XV ou le sacre de Louis XIII, etc., on peut, comme ça, en considérant cette cérémonie immuable, compléter en comparant avec d'autres éléments, d'autres sacres et d'autres périodes. Donc ça, c'est aussi un élément important. Sébastien a parlé du ballet de la nuit qui durait 12 heures, ce qui est logique puisque c'est un cycle, hein, le cycle de la nuit, donc le cycle des 12 heures. Ça commençait le soir et ça se terminait à l'aube avec le soleil levant. Vous avez c'est la symbolique, hein, de la Renaissance et de la naissance du monarque qui sort de cette nuit qui était la Fronde, qui a perturbé le pouvoir royal entre 1648 et 1652, même 53 officiellement. Et donc c'est un cérémonial, hein, le ballet de cour. C'est je dirais même presque un discours de politique générale, si on peut faire une comparaison, parce que le roi va danser à travers énormément de symboles. Il va danser eh bien, tout ce qu'il envisage pour son règne, et en premier lieu, la mise au pas de tous ceux qui ont mis à mal le pouvoir royal. Donc pendant 12 heures, alors on ne va pas parler du ballet royal de la nuit, mais c'est un véritable cérémonial qui se met en place avec on commence par un désordre absolu et on va aller vers l'ordre, puisqu'on se rapproche du matin, du lever du soleil, qu'incarne le roi, et il l'incarne au sens strict, puisque dans la salle du Petit Bourbon, qui était la salle officielle des ballets royaux, donc une dimension tout à fait officielle, il apparaît à l'est de la salle, donc au bout de la salle. Le soleil, le vrai soleil, se lève et éclaire en ombre la personne du roi qui arrive dans le prolongement de son astre tutélaire. Voilà. Donc, finalement, un ballet, ce n'est pas un divertissement. C'est un acte véritablement politique, et celui-ci, le ballet royal de la nuit, en 1653, est véritablement politique au sortir de la Fronde. On va avoir exactement la même chose pour le sacre, et une cérémonie qui sera moins axée sur la personne de Louis XIV, mais là, sur cette continuité qui est censée
incarner cette cérémonie du sacre. On parlait donc du ballet royal de la nuit qui durait 12 heures. Le sacre dure 3 jours. En fait, les cérémonies officielles du sacre, le roi arrive à Reims la veille, même l'avant-veille, pour se préparer à la veille, qui est le premier jour, en fait. Le jour le plus important étant le deuxième jour. Pour Louis XIV, c'était le 7 juin 1654, et ça se termine par le lendemain du sacre, ça paraît évident, mais par une cérémonie tout aussi importante qui était l'intronisation du roi comme grand maître de l'ordre de chevalerie le plus important de la monarchie française depuis Henri III, un ordre de chevalerie créé donc par Henri III, c'est l'ordre du Saint-Esprit. Voilà. Le roi était de fait, le lendemain de son sacre, intronisé comme grand maître. Donc il y a tout un cérémonial qui se met en place, et c'est ça que les sources nous transmettent, alors à différents niveaux, dont on va voir les principales articulations et comment nous, effectivement, on va vous expliquer comment on les a utilisées. Je vous ai mis quelques repères chronologiques quand même, ce n'est pas jamais inutile, hein, de voir Louis XIV, Louis Dieudonné, puisqu'il avait été très attendu par le couple royal, donc Louis XIII et Anne d'Autriche, après de nombreuses fausses couches de la reine. Louis Dieudonné, qui naît à Saint-Germain en 1638, il connaît très peu son père, comme vous le voyez, hein. Son père meurt, il a 5 ans, mais il devient roi, de fait. Dès le moment où le roi rend son dernier souffle, même s'il n'est pas couronné, le successeur, c'est la continuité de la monarchie, il n'y a pas d'interruption. Donc le roi meurt le 14 mai, immédiatement démarre la régence d'Anne d'Autriche, puisque le roi est mineur, évidemment. À 5 ans, on est mineur, même quand on est un roi. Donc on a parlé de cette grande période troublée qui va perturber le jeune roi et perturber le pouvoir. 1648-1653, disons, officiellement c'est 52, mais il y a encore les princes qui vont contester le pouvoir royal, donc ça va vraiment s'arrêter en 53, donc avec cette fronde du Parlement, donc du pouvoir et des princes, donc qui s'opposent à Mazarin, mais indirectement au roi. La majorité de Louis XIV est officiellement proclamée le 7 septembre 1651. Il a 13 ans, c'est la majorité officielle des rois de France. Et en 1653, comme vous le voyez, le 23 février, on en a parlé, il danse son deuxième ballet. Il avait déjà dansé un ballet du roi, ce qu'on appelait le ballet du roi, c'est le ballet officiel dansé par le roi chaque année au moment du carnaval, qui revêt donc la symbolique que j'ai évoquée, mais le plus important, c'est donc ce ballet royal de la nuit qui est censé relever la monarchie de cette période troublée de la Fronde. Et le dernier acte, je dirais, de cette reconquête du pouvoir par Louis XIV, c'est en 1654, le 7 juin, à l'octave de la fête de Corpus Christi, donc de la fête Dieu. Je reviendrai sur cette symbolique aussi. C'est le deuxième dimanche après la Pentecôte, un moment important pour l'ordre du Saint-Esprit que j'ai évoqué. Tout est lié, hein. On ne choisit pas la date au hasard, hein. Et vous voyez que le 7 juin est une date anniversaire, entre guillemets, même si ce n'est pas le même mois, de la majorité. Voilà. Donc c'est l'acte ultime, je dirais, de ce parcours officiel du roi, qui va être couronné donc, au bout de 3 jours de cérémonie à Reims. Alors je vous ai mis, donc ça c'est Louis XV, mais on a exactement la même chose pour tous les rois, c'est l'arrivée du roi le jour de son sacre, lors d'une cavalcade, ce qu'on appelle une cavalcade, c'est-à-dire une chevauchée
et un parcours, un défilé du roi et de tous les corps constitués du royaume dans la ville de Reims. Et là, donc, c'est l'arrivée depuis l'archevêché que vous voyez à droite, et en procession. Donc, le roi va entrer dans la cathédrale de Reims, qui est la cathédrale des sacres depuis Clovis. Un seul roi n'a pas été couronné à Reims, c'est Henri IV, qui a été sacré à Chartres, puisque Reims était aux mains de la Ligue au moment de son sacre. Autre période troublée à la fin du règne, durant le règne d'Henri III, en raison des guerres de religion. Vous savez qu'Henri IV était protestant, il a dû se convertir, mais il a été accepté beaucoup plus tardivement et donc n'a pas pu être sacré à Reims, il a été sacré à Chartres. Mais tous les autres ont été sacrés à Reims. Donc voilà, donc c'était une petite entrée en matière, sans mauvais jeu de mots, de ce sacre. Alors, j'en viens maintenant aux sources, puisque donc une grande cérémonie comme ça, il n'y a pas, on nous dit pas, bon ben là on joue telle pièce, voilà. Ce qui prédomine, c'est le cérémonial immuable. Et dans toutes les cérémonies de la monarchie française, on a très peu d'informations musicales. On est assez frustré d'ailleurs, et on s'imagine que il suffit d'ouvrir un livre de fêtes, comme on les publiait à l'époque, c'est-à-dire qu'on publie un album avec des gravures, des relations, mais on fait très peu cas de la musique, puisque finalement elle est intégrée à un cérémonial. Ce qui prime, c'est le cérémonial, et encore plus dans le cérémonial du sacre, puisqu'il est immuable. Et finalement, si on regarde le cérémonial du sacre de Louis XIV, il est exactement le même que celui de Louis XIII, d'Henri IV, même s'il a été un petit peu bouleversé par le fait que c'était à Chartres. Donc en fait, on a très peu de choses spécifiques, mais on va voir que plusieurs sources postérieures au sacre vont nous apporter, par retour d'expérience, je dirais, des rédacteurs, des informations sur ce qui s'est réellement passé. Et en fait, à chaque roi et à chaque avènement, donc en 1610 pour Louis XIII, 1643 pour Louis XIV, on publie... Alors, je vais peut-être... voilà, je vais juste passer... Je saisis ce petit moment pour dire qu'à la fois on est frustré de ne pas avoir toutes les informations, et en même temps c'est ça qui est drôle. C'est de pouvoir à la fois mener cette enquête, de reconstituer les choses, et puis ensuite d'apporter d'une certaine manière une part d'hypothèse. Donc ça fait partie aussi du jeu. C'est surtout que ça nous incite à comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et donc, et de dépasser le simple stade de l'évocation musicale en disant on va prendre quelques pièces de l'époque et on va les jouer, et puis on va dire c'est de la musique de l'époque du sacre de Louis XIV. Voilà. En fait, notre objectif, c'est de dépasser ce stade assez premier et d'aller grappiller, de lire entre les lignes, de trouver toutes les informations qui peuvent nous indiquer. Je dis qu'il y a très peu d'indications musicales, il y en a quand même quelques-unes, de grappiller toutes ces informations, de les mettre ensemble, de les croiser, de les confronter à toutes les sources qu'on a à disposition sur cet événement, et d'essayer de trouver donc aussi dans le répertoire qui est conservé, puisque très peu de choses sont conservées de cette époque, d'essayer de trouver les pièces les plus parlantes et les plus appropriées. Alors, une des premières sources auxquelles on peut se fier, c'est ces fameux albums commémoratifs, je dirais, qui publient finalement un événement, qui le rendent public. Le public n'assistait pas au sacre, en tout cas y assister de loin. Je vous ai montré la cavalcade, le public est en dehors de la cathédrale, à l'intérieur, tout le sacre se passe à l'intérieur du chœur, qui à l'époque est fermé, dans toutes les cathédrales de France, est fermé par le jubé. Donc il y a ce qu'on appelle le mystère, qui se passe dans le chœur clos, et le public, déjà ceux qui sont dans la cathédrale, c'est un public choisi, mais ils sont dans la nef, c'est-à-dire qu'ils ne voient rien
Ils entendent vaguement, mais ils ne voient rien. Ils ne verront que le roi quand il sortira et quand il sera couronné. Donc, on publie des livres de fêtes, et pour la cérémonie du sacre de Louis XIV, on a publié trois gravures qui marquent trois événements importants de la cérémonie, et notamment donc, cette première gravure qui montre l'intérieur du chœur de la cathédrale de Reims, vous voyez, qui est complètement tendu de tapisseries, de boiseries éphémères, d'échafaudages, on disait des échafauds, un petit peu connoté maintenant, mais des échafauds. Vous voyez aussi, alors je ne sais pas si comment ça marche, ça, voilà. Ici, la tribune de la Reine-Mère, et donc toute une procession. On essaye de rendre compte d'un événement qui dure énormément de temps. Rien que la cérémonie du sacre, lui-même, le jour même, durait environ 8 heures. On raconte même que Louis XIII, quand il a été sacré, il avait 9 ans. Eh bien, il courait partout parce qu'il n'en pouvait plus. Il courait partout dans le chœur. Voilà. Louis XIV a été un peu plus sage, il avait 15 ans, 15-16 ans. Donc, voilà. Mais vous voyez donc toute la cour, tous les corps constitués qui sont tout autour du chœur, pour lesquels on avait construit donc, des échafauds provisoires et qu'on avait décorés. Deux autres vues à deux autres moments importants. À gauche, vous voyez le chœur de la cathédrale depuis le jubé, donc la clôture du chœur. Donc vous voyez, donc c'est l'onction du roi, c'est-à-dire le couronnement. Alors, il y a énormément d'actions dans le couronnement. Il y en a à peu près une vingtaine, et ça se termine évidemment par l'onction avec le Saint-Crème sorti de la Sainte-Ampoule, et ça se termine par le couronnement, l'acclamation, etc. Et à droite, c'est après le couronnement, où le roi monte à l'endroit finalement le plus sacré pour lui, c'est le jubé qui est entre Dieu, donc le chœur clos, et le peuple, le reste de la nef. Et le jubé est surmonté d'échafaudages provisoires qui sont eux-mêmes surmontés du trône. Voilà. Donc vous voyez ici deux moments essentiels du sacre. Donc l'onction, c'est là où il reçoit l'onction divine, et le moment où, une fois qu'il est couronné, il est montré au peuple au sommet du jubé. Voilà. Alors c'est important, donc ce soit les trois, je me lève, ce sera plus pratique. Je ne vais pas aller trop loin. Non. Hein, tu peux pas. Non, je ne peux pas aller plus loin. Puisque ces trois gravures, en fait, nous donnent déjà des indications sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la musique. Voilà. Donc j'ai repris les différentes gravures, et oui. Je saisis aussi ce moment, toujours, à chaque fois qu'il y a un petit moment de silence, pour vous dire simplement... de me couper la parole parce que sinon je suis très bavard. Oui, non, mais simplement, peut-être, pour expliquer ce qu'est un jubé, peut-être tout le monde n'a pas cette image en tête, parce qu'aujourd'hui, ils ont été, la plupart du temps, ils ont été détruits à partir du XVIe siècle. Et là, on ne le voit pas. En fait, mais si vous connaissez la Chaise-Dieu, voilà, c'est un endroit où il y a ce chœur clos, et on a l'idée d'un espace qui ressemble un petit peu à ce que décrit cette gravure, et qui est très différent de la cathédrale de Reims, même aujourd'hui. Oui, alors les jubés sont très différents. Ça peut être juste une grille, mais ça peut être une architecture de pierre absolument magnifique. Et donc, de toute façon, quelle que soit la nature du jubé, on le recouvre et on construit, donc, comme je vous ai montré, quelque chose qui soit temporel, c'est-à-dire qui soit en phase avec le goût de l'époque, l'esthétique de l'époque. Et surtout, il est complètement surchargé d'une symbolique.
d'une symbolique royale, d'une symbolique religieuse, à travers laquelle s'exprime toute la divinité, finalement, du monarque. On fait la même chose pour les funérailles, ou les funérailles royales, où c'est surchargé d'emblèmes, de symboles qui expriment la vertu, enfin toutes les vertus et toute la spiritualité du prince. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que dans ces gravures, on a des éléments quand même qui déjà nous donnent des pistes. Vous voyez ici, donc au moment où on montre la gravure de l'onction, vous voyez, donc j'ai essayé de grossir, vous voyez à gauche des trompettes qui sont ici, les tambours, et donc à droite, ce qu'on appelait les grands hautbois. Les hautbois, tout ça, ce sont des instruments d'extérieur, ce qu'on appelait des hauts instruments, parce qu'ils sonnent haut, qui faisaient partie d'une des 3 grandes composantes de la musique de la cour, l'écurie. Donc la cour de France, la musique de la cour est composée de 3 grands départements qui correspondent aux 3 grands départements de la Maison du Roi. Donc depuis François Ier, puisque c'est François Ier qui réorganise tout ça, il y a le premier qui est le plus sacré, c'est la chapelle du roi, qui regroupe évidemment tous les chantres qui vont chanter pour les dévotions du roi. La chambre du roi, tout ce qui est divertissement, profane, tout ce qui est associé à la personne temporelle du roi. La chapelle, c'est la personne, le symbole spirituel. La chambre, c'est la personne temporelle. Et l'écurie, c'est le roi comme chef de l'armée, chef des armées. Et donc c'est là qu'on a les instruments les instruments militaires. Donc vous voyez, vous avez déjà quelques premières indications ici. Une autre indication, donc là on a eu la musique de l'écurie, et on voit dans un des échafauds à gauche, donc c'est construit au-dessus des stalles du chœur, la musique de la chapelle, pardon. Donc là, ce sont les chantres et les quelques instrumentistes qui faisaient partie de ce département de la musique du roi. Donc qui sont... Alors, vous allez me dire, est-ce qu'ils jouent ensemble ? Ça devait faire une cacophonie. En fait, non, parce que en fait, c'est ça qu'on essaye aussi de pister à travers les sources, mais on en arrive à se dire qu'ils ne jouent pas toujours ensemble. Ici, la gravure on essaye de mettre sur une gravure un petit peu plusieurs moments d'un même événement. Donc ici, c'est l'onction. L'onction, ça a duré à peu près 2 heures. Eh bien, il y a d'abord les musiciens de l'écurie qui vont faire entrer le roi et tout le cortège. Donc là, on ne voit pas le cortège, mais on symbolise, si vous voulez, cette idée de procession par les musiciens, les musiques de procession, c'est-à-dire les musiques de l'écurie, puisque c'est au son des grands hautbois et des trompettes qu'on marchait. Voilà. Mais là, on n'a pas la marche. En revanche, on a donc la chapelle qui joue, elle, pendant la messe. Alors, on va revenir aussi à la messe. Et qui joue aussi, qui chante pendant toute la première partie de la cérémonie, qui est le plus important au niveau du sacre. C'est toutes les actions. Je parle de l'onction, du couronnement, etc. Parce qu'il faut savoir que le sacre, donc ça dure 8 heures, mais il y a un grand cérémonial au départ, et une fois que tout est fait, c'est-à-dire une fois que le roi est couronné, il y a une deuxième partie qui commence, c'est une sorte plus ordinaire, qui est la messe du jour, puisque c'est une cérémonie qui s'intègre dans un calendrier liturgique. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, et ça c'est important, puisque je vous ai parlé de l'octave de la fête Dieu, c'est la fête du jour. Donc une fois qu'on aura couronné le roi, eh bien on va célébrer la fête du jour, c'est-à-dire l'octave de la fête Dieu. Donc ça se passe en plusieurs moments comme ça. Ça c'est peut-être important de rebondir là-dessus, parce que a priori quand on pense à un sacre,
les images qui nous viennent spontanément, c'est Élisabeth II à Westminster, c'est des choses qui sont plus proches de nous. Et je pense que, moi, je pensais ça au tout départ, la construction de la liturgie d'un sacre, pour moi, c'était un immense crescendo qui aboutit à quelque chose qui finit en fanfare, en trompettes et tambours. La réalité de la liturgie d'un sacre des rois de France est complètement différente. C'est comme une succession de petits épisodes qui sont autant de petites cérémonies séparées. On va parler de la bénédiction de l'épée, on va parler d'un lâcher de colombe, avec parfois des traditions qui remontent au haut Moyen-Âge et qui finalement se terminent avec cette dernière section qui est une messe. C'est-à-dire ce qu'on entend tous les jours. Donc finalement, pas du tout ce crescendo, mais comme une litanie de petits offices successifs qui se termine par la chose la plus solennelle, mais aussi la plus ordinaire, qui est la messe. Alors, tu évoquais le couronnement d'Élisabeth II, qui, en fait, ce n'est pas très loin, parce que le couronnement d'Élisabeth, le couronnement des rois d'Angleterre est aussi un sacre. Entre couronnement, sacre. Le roi d'Angleterre est oint, donc il est sacré. Et donc, il y a exactement la même dimension sacrée, à travers le même cérémonial. Hein, entre les rois de France et les rois d'Angleterre, il y a très très peu de différence. Et tout ça fait référence à des épisodes bibliques. Hein, et d'ailleurs, on retrouve des épisodes bibliques autour du roi David, autour du roi Salomon. Il y a l'onction, l'onction du roi Salomon, qui est transposée donc sur ces deux monarchies, deux droits divins, qui sont complètement alors très parallèles. Et c'est vrai que je regardais l'autre jour le couronnement d'Élisabeth II, parce qu'on a la chance maintenant, avec les technologies modernes, de pouvoir voir ça sur YouTube ou d'autres serveurs. Mais eh bien, on a exactement, vous avez la transposition moderne, entre guillemets, et encore même pas moderne, puisque là aussi, il y a une transmission immuable d'un cérémonial qui est en vigueur depuis le Moyen-Âge, et c'était le même en France. Alors, ce qu'il n'y a pas eu effectivement au couronnement d'Élisabeth II, c'est la liturgie, puisqu'on est on est chez les anglicans, donc la liturgie du jour ne se passe pas tout à fait comme chez les catholiques, mais il n'y avait pas donc une célébration de la fête du jour, voilà, parce que chez les anglicans, ça se passe plutôt le dimanche, etc. Mais sinon, c'est exactement, il y a quelques très très légères différences, mais c'est exactement la même chose. Si vous voulez voir comment pouvait se passer un sacre en France, vous regardez le sacre, et non pas le couronnement, le sacre d'Élisabeth II. Voilà, je continue. Alors, voilà, ici, on est le jubé est ici, près de notre côté. Et là, on voit de l'autre côté, donc vous voyez le jubé construit. Et donc, la musique de la chapelle qui était là-bas, là, elle n'a pas bougé finalement, elle est exactement au même endroit. Hein. C'est-à-dire que là, on ne voit pas le jubé, puisqu'il faut représenter. Donc, on enlève la clôture qui aurait gêné la vue. Mais c'est exactement la même chose. Voilà. Donc c'est la musique de la chapelle, donc avec des chantres, des enfants de chœur et quelques instruments. Voilà. Oui, alors là, après, j'avais mis, mais je pense qu'on va passer assez vite. Mais ça, c'est le sacre de Louis XIII, où on voit finalement un dispositif assez semblable, où la tribune de la Reine-Mère, et ici, sur le côté, donc, la tribune des musiciens. Et là, on reconnaît, vous voyez, les grands hautbois qu'on avait vus aussi dans la gravure qui représente le sacre de Louis XIV. Ici, on voit un petit peu mieux comment pouvait se passer, au début du XVIIe siècle, comment pouvait se placer une maîtrise. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on voit des enfants ici, voilà, qui chantent, comme on disait, au lutrin, c'est-à-dire qu'ils chantent autour d'un pupitre, ils sont en arc de cercle, et ils lisent la même partition, voilà, et ils sont dans leur échafaud. Alors là, c'est un petit peu moins... voilà, ici, vous allez me dire, bon, c'est
c'est plus, c'est l'époque Louis XIV. Hein. On est 50 ans après, donc voilà comment on pouvait représenter quelque chose de plus, peut-être plus réaliste d'une certaine manière. Et ici, quelque chose qui est encore plus, plus stylisé, je dirais. Voilà, d'autres. Alors ça c'est toujours Louis XIII. Vous voyez donc une autre vue avec toujours les enfants de chœur et les grands hautbois. Alors c'est vrai, quand on grossit, on dit ça ressemble pas vraiment à grand chose. Bon, c'est pas extrêmement réaliste sur le plan d'instrument,